Un mois après la rencontre à l'USAS, où avait eu lieu une après-midi de réflexion et d'échange, puis la projection du film documentaire White Power de Christophe Cottré, nous voici de nouveau réunis pour appréhender l'ascension de l'extrême droite. D'abord, je vous remercie d'être venus nombreuses et nombreux sur un sujet aussi important ce soir. Et avant d'oublier, pensez à éteindre la sonnerie de votre portable, ça pourrait être pas mal. Comme vous le savez, la soirée va se décomposer en deux temps. La présentation du livre de l'Institut de la Boétie par Céline, Extrême droite, la résistible ascension. Et puis une lecture condensée du livre de Bernard Stiegler par Sabrina et Gérard. Le livre est en vente, si vous le voulez, 18 €. Alors, ensuite, nous ferons une petite pause, puis un débat où chacune et chacun pourra poser des questions, s'exprimer. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais vous partager un texte que j'ai écrit, légèrement métaphorique, qui rejoint d'une certaine façon le thème de ce soir. D'abord, je vous fais une petite introduction. Donc, en Ardèche, le châtaignier n'est pas un arbre de forêt, comme vous le savez, mais un arbre de verger, entretenu par les paysannes et les paysans depuis au moins 800 ans. La châtaigne en Ardèche n'est donc pas un fruit sauvage. C'est le produit d'un travail méticuleux, fourni toute l'année par les casténiculteurs et casténicultrices qui en tirent un revenu. Le texte s'intitule « Les châtaigniers des pentes ». Faïs délaissée, genêts enracinés, pierres sèches éboulées, arbres centenaires oubliés. Voilà autour de nous l'effroyable réalité. Des arbres centenaires, par milliers, livrés à eux-mêmes. Pour les plus accessibles d'entre eux, sans aucune forme de procès, ni la moindre délicatesse, les voilà tronçonnés à la hâte, désemparés, laissés au bord du chemin, attendant d'être transportés malgré leur allure indomptable. Certains, incroyablement vieux, désorientés, mais en bonne santé, finiront en bois de charpente. D'autres, malades, faute de soins, inaliénables, s'effriteront avant même de finir en bois de chauffage. Toute cette majesté, cette grandeur, écrasée, réprimée, dépossédée, nous serait-elle parvenue sans les nombreux châtaigniers centenaires, résistants témoins face à ces dérives autoritaires? Les Faïs ont été et restent leur refuge. Les pentes des monts d'Ardèche les ont protégés. À présent, cela fait quelques années que l'on s'aperçoit que si l'on reprend soin d'eux à nouveau, ils se remettent à produire de plus en plus de magnifiques châtaignes au goût de revanche. Eux que l'on croyait voués à disparaître, remerciés avec mépris pour les services rendus aux autochtones, que ce soit pour leur santé en leur donnant de la force, leur satiété en leur évitant la famine, en leur évitant la famine, mais aussi leur sociabilisation, car quoi de plus convivial et enclin au partage qu'une castagnade dont l'odeur savoureuse invite à se rassembler dans une joie pacifique. Voilà qu'ils reprennent enfin toute leur place, grâce aux soins de nouveau prodigués par des gens attentionnés. Cette prise de conscience va heureusement de pair avec la nécessité de replanter de nouveaux châtaigniers. En effet, pour obtenir la nouvelle génération résistante, nécessaire à notre survie, il faut reprendre toute la tradition ouvrière. Loin des machines et des traitements chimiques qui nuiraient à cet arbre que l'on ne peut soumettre.
de la manière de greffer, à l'entretien de la châtaigneraie, aux soins, à la récolte, au travail collectif. C'est une lutte quotidienne que nous devons mener. Voilà. Donc, en compagnie de Céline d'abord, oui, et Sabrina et Gérard. Merci. Bonsoir. Voilà, alors du coup, je vais vous présenter le livre L'extrême droite, la résistible ascension. Donc, c'est un livre de l'Institut La Boétie, préfacé par Joanne Chapoutot, postfacé par Clémence Guettet et coordonné par Hugo Paletta. Donc, je présenterai ce livre comme un très bon outil de décryptage du vote RN, tant sur l'analyse professionnelle des volets, donc historique, économique, politique, médiatique, sociaux et culturels, que par sa forme. Il est divisé en 3 parties, à l'intérieur desquelles on trouve plusieurs sous-parties, toutes écrites par différents auteurs et autrices, au parcours et métiers bien ciblés pour chacun des chapitres explorés, qui apportent donc une crédibilité aux thématiques abordées et donc au livre en lui-même. Donc la lecture se trouve facilitée par ce décryptage successif. Le style est concis, fournit de nombreux éléments factuels et le cheminement tout au long de la lecture ne nous perd que rarement. Enfin, en ce qui me concerne. Donc ce sujet est difficile, complexe, douloureux, remuant l'histoire, nos histoires, des temps anciens. Et chacun d'entre nous, en toute franchise, peut se reconnaître ça et là, pris par nos ambiguïtés personnelles, reliées à nos parcours familiaux, au formatage médiatique, systémique, qu'il est difficile d'échapper par la puissance qui est mise en œuvre. Il est nécessaire de prendre du recul pour assimiler les constats, car il s'agit de constats, ne dénigrant personne, mais relatant de la triste ascension de l'extrême droite en France et même dans le monde. Alors j'ai fait un petit rappel de ce que je trouve dans le livre qui, moi, en tout cas, m'a paru important de rappeler, mais c'est très très fourni. Donc on y apprend, mais je pourrais dire j'y ai appris, que le FN et le RN, donc, c'est une ascension qui date d'il y a 40 ans et qu'il s'est effectué en parallèle à l'affirmation plus que de la déliquescence du paradigme néolibéral. Donc le paradoxe qui demande une explication est que le Rassemblement national se nourrit du mécontentement suscité par les politiques qu'il déclare ouvertement vouloir poursuivre. Donc une petite anecdote, ils auraient voulu Thatcher en France, Jean-Marie Le Pen se proposait donc pour ce rôle. Ensuite, on y apprend qu'une majorité nostalgique et ambiguë a choisi de recycler le fascisme avant tout comme une force anticommuniste, en collaborant structurellement avec les services secrets américains et la répression patronale. Que le néolibéralisme construit sur le passé colonial qui persiste et se durcit par les enjeux financiers, complexifiés par une deuxième forme de capitalisation. Que les changements structurels ont contribué à affaiblir la solidarité de classe dans le monde du travail. Que les transferts électoraux entre la gauche radicale et l'extrême droite d'une élection à l'autre sont très faibles, contrairement aux idées que l'on voudrait nous faire croire. Le comportement politique prédominant des ouvriers reste l'abstention. Que le vote populaire pour l'extrême droite exprime bien un rapport au mérite et à la valorisation économique du travail marqué par l'emprise du petit patronat. Alors, que le racisme est fondamentalement dans l'explication du vote de l'extrême droite, mais qu'il n'est pas suffisant. Donc, le racisme est structurel dans le schéma politique français, pays colonisateur, conditionnant son économie de fait, et que le RN profite de cela. Que le cliché xénophobe, voler le travail aux Français, n'est plus d'actualité.
Mais celui qui dérange, c'est plutôt celui qui ne travaille pas, l'immigré chômeur qui profiterait indirectement du travail de la population active par le biais des allocations. Ce soupçon s'appuie sur l'invisibilisation des formes de travail souvent précaires de la main-d'œuvre immigrée. Que le féminisme est détourné comme biais pour récupérer les votes des femmes, et ça marche. Le vote RN chez les femmes demeurait minoritaire jusqu'aux dernières élections, où la remontée est fulgurante, puisqu'elle égale celle de l'homme. Le féminisme issu de la bourgeoisie blanche, et là je notais qu'il y a quand même, c'est un des fondements en tout cas du féminisme, et qu'il y a un livre intéressant qui s'appelle Notre dignité de Nesrin Slaoui, qui parle du féminisme racisé. Que Némésis est un collectif féministe identitaire. Il parle de fémonationalisme, convergence de 3 types d'acteurs, actrices, traditionnellement opposés, anti-immigration, anti-islam, au nom des droits de femmes. Que le combat contre le voile ou l'abaya, argumenté comme un combat contre les extrémistes religieux musulmans, alors qu'il est l'œuvre d'un sexisme détourné, humiliant des femmes racisées pour un patriarcat nationaliste très prononcé, même à gauche. L'historique de l'affaire du voile en est un exemple. Que le genre est une lutte de pouvoir récupérée encore par ce parti comme une nouvelle raison d'avoir peur. Le RN déploie beaucoup d'énergie depuis Marine Le Pen pour faire croire qu'il protège les femmes. Que l'écologie intégrale existe, portée par un groupe de nationalistes révolutionnaires, et que l'on parle d'écologie à l'endroit ou intégrale ou de localisme. Que la police bénéficie de points d'appui politiques et juridiques forts sur les affaires mettant en cause des policiers et des personnes racisées. Les non-lieux sont quasi systématiques. Que ce sont les élites diplômées et les professions spécialisées dans l'usage du discours, des symboles, des profs, des artistes, des journalistes, mais aussi des politiques, qui suscitent le plus de défiance chez les électeurs du RN, vus comme des donneurs de leçons. Que la littérature n'est pas exempte de nourrir ce mouvement, qu'un auteur comme Soral fait des émules dans sa réflexion, et que Jordan Bardella, j'arrive pas à dire son nom, ça m'écorche la bouche, pardon, se dit soralien. Que les médias privés ou publics sont sujets aux mêmes règles que le capital, l'audimat et la rentabilité. Le maître mot, buzz, déployant une rhétorique et des formules douteuses. On apprend que la dédiabolisation du RN a séduit les médias. Que le rachat de médias privés par Bolloré, entre autres, stimule une course folle, enchaînement de faits divers en boucle et usant de fake news. On comprend l'Italie, qui est particulièrement dépendante du contexte international pour des raisons économiques, énergétiques, d'endettement, d'intégration dans la chaîne de production et de présence de l'OTAN sur son territoire, de base de l'OTAN. Donc l'extrême droite italienne a su s'appuyer sur une dépolitisation et la production massive de passions tristes. J'avoue que ce terme, j'aimerais une explication, mais je le trouve très fort. Voilà, donc je l'ai noté. Je pense qu'il faut que je relise. On comprend la complexité des analyses de ce vote, tant les raisonnements y sont contradictoires, et je supposais que peut-être un psychanalyste aussi aurait pu nous aider à comprendre un petit peu. Voilà, après cette liste non exhaustive que je vous partage, vous pouvez le compléter en lisant le livre. Nous sommes juste au niveau de compréhension du vote du RN. Cela doit aboutir alors sur des modes de lutte, l'art résistible, ascension. Florence Guettet nous donne des pistes en postface dans le chapitre intitulé « Contradiction et faiblesse de l'extrême droite ». Donc
qu'on respire. Je cite les faiblesses détectées. En cherchant à créer un bloc unissant une composante populaire et le soutien d'au moins une partie des élites économiques et du patronat, elle est prise dans d'importantes contradictions sur les questions sociales. Ensuite, les contradictions sont une faiblesse lorsque Marine Le Pen déclare lutter contre l'homophobie tout en accusant le wokisme. Ensuite, l'incapacité du RN à créer un parti de masse sur l'ensemble du territoire. Enfin, le RN manque de crédibilité dans la bataille idéologique. Je vous invite sincèrement à lire ce livre, qui est une arme intellectuelle créée par l'Institut La Boétie. Et je voudrais donc citer, si j'ai encore le temps, les grands titres, en fait, et les contributeurs, puisque du coup ils sont 17 ou 18, je crois. Donc la partie 1, conquérir le pouvoir, progression électorale et convergence des blocs. Stéphano, là on a plein de chapitres, donc je vous laisse les intitulés des chapitres, mais en tout cas il y a Stefano Palombarani qui est économiste donc, dans cette grande partie. Yann Lelanne, maître de conférence en sociologie à l'Université de Lille. Il y a Félicien Faury, sociologue et politiste. Aurélie Dianara, chercheuse post-doctorante au laboratoire des universités d'Evry. Salvatore Prensi, qui est chef décorateur et qui est aussi auteur. Ensuite, la partie 2, mettre la société au pas, le combat culturel de l'extrême droite. Donc là, vous avez Hugo Paletta, qui est sociologue, Cassandre Bégou, qui est diplômée d'un master en recherche de sciences politiques. Vous avez Fanny Gallo, qui est historienne. Ah oui, et la première, elle est aussi spécialisée sur les mouvements LGBT. QI, plus. Fanny Gallo, historienne et maîtresse de conférences en histoire contemporaine sur les inégalités de genre. Charlène Calderaro, donc sociologue, mention genre, politique et sexualité. Samuel Bourron, un sociologue. Zoé Karl est maître de conférence en sémiotique. Ensuite, dans la troisième partie, maintenir l'ordre bourgeois, des réseaux tissés en complicité avec l'oligarchie. Donc vous avez Didier Fazin, qui est un anthropologue, sociologue et médecin. Marlène Banquet, directrice de recherche au CNRS. Pauline Perrano est journaliste et co-animatrice de l'association Acrimed, Action Critique Média. Vincent Berthelier, maître de conférence en littérature française. Mathieu Mollard, enquêteur au magazine en ligne Street Press. Et ensuite la postface, thèse stratégique pour vaincre l'extrême droite de Clémence Guettet, donc secrétaire générale du groupe parlementaire de la France Insoumise. Voilà, je vous remercie.